11h52, nous serons toujours là pour vous servir. À 10h, 11h52, nous serons toujours là pour vous donner l'information, rien que la bonne information. Dans le cadre de votre programme Espace Miné de ce mercredi, nous poserons un regard profond, nous poserons un regard pertinent, nous poserons un regard très important sur l'aspect ayant trait à la légalité et la légitimité au Cameroun. Ils sont nombreux, ces acteurs politiques, ils sont nombreux, ces acteurs de la société civile et autres analystes qui pensent mordicus que certaines fonctions de la République, en l'état actuel des choses, souffriraient d'une affaire de légalité, mais également de légitimité. Ce matin, on en parlera avec un peu plus de précision. N'oubliez pas également qu'au canal 6, mais également au canal 508, tout à l'heure, vous aurez votre quintessence de l'information paru en kiosque au Cameroun, toujours au niveau du même canal. Vous aurez également votre dénonciation, parce que vous regardez Info TV, sentez vos privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Arnaud Victor et Yada, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour également à tout le panel et sans oublier ceux qui nous suivent à la maison. Comment vous allez? Je me porte comme un charme ce matin. Je suis fier d'être Camerounais ce matin. Vous êtes fier d'être Camerounais, Ah ouais. d'arborer le verre aux gens. Tout à fait. Certains ont honte d'être Camerounais. Hein. Malheureusement, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Arnaud Victor Eyada nous accompagnera donc dans le cadre de cette production. En face de Arnaud Victor Eyada, on accueille ce communicant du MP3. C'est un parti politique existant au Cameroun. Et il y a Amot Aloïs, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à mes co-discutants de ce matin et surtout bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV qui nous regardent de par le monde. C'est un privilège pour nous d'être là chaque fois et pour édifier, contribuer à notre manière pour édifier les millions de Camerounais qui nous regardent. À côté de vous, nous accueillons celui-là qui a fait le déplacement de Douala pour Yaoundé pour croiser le verbe. Il est directeur de la publication de Caporal FM. Non. Caporal Info, mais également, il est également un analyste politique. Hein. Il s'agit de Jacques Bagnoloc. Jacques, bonjour. Parfait, ici et toi, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV, notamment ceux qui regardent cette très belle production d'Espace Miné. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ici, dans cette belle chaîne de télévision, pour échanger, commenter, décrypter l'actualité. Ce qui m'a fait sourire quand j'entrais dans la télé tout à l'heure, dans le plateau, il y a quelqu'un qui me taquine en me disant comment est-ce que ça se passe du côté du port autonome de Douala. Il me dit qu'on t'a vu tout feu, tout flamme pendant l'affaire PAD-SGS. Non, je lui ai simplement dit que tout se passe bien du côté du port autonome de Douala. Les gens travaillent avec beaucoup de sérénité. Tout à fait. Vous savez que le DG Cyrus Ngoi a impulsé un management de qualité qui produit des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, tous les grands spécialistes du management des entreprises publiques s'accordent à dire que c'est la meilleure entreprise publique en termes de compétitivité, de performance. Donc, je voudrais dire une fois de plus à cette personne qui m'a interpellé que non, tout se passe bien du côté du port autonome de Douala. Je voudrais donc sortir en saluant ce matin, parfois ici, si vous en avez convenance, toutes les populations du canton Omeng. Omeng, c'est chez moi, c'est dans l'arrondissement de Ndom. Et je voudrais précisément saluer le colonel, le général Raymond Bombisoué, qui est un brillant soldat. C'est le commandant de la 3e région de gendarmerie. Le général Bombisoué Raymond, c'est un digne fils. Le général Bombisoué. Voilà, le général Bombisoué Raymond, commandant de la 3e région de gendarmerie, digne fils Omer, qui travaille avec beaucoup de brio. Donc, bonjour au général ce matin. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu beaucoup de mouvements de ce côté-là, après l'élection présidentielle, n'eût été sa présence avec celle de ses équipes, peut-être le Cameroun aurait touché le pire. Heureusement que par sa maestria professionnelle, il a pu contenir les manifestants et s'arranger à ce que tout se passe dans de très bonnes conditions. Donc, on lui dit bonjour ce matin. Je sors également en souhaitant un bon mercredi à un monsieur qui est également une grande élite chez les Bassa. Il s'appelle monsieur
Daniel Lissouk, c'est un patron d'entreprise qui a beaucoup d'entreprises florissantes. Parfait, le jour où il va vous inviter à Douala, vous rentrerez de là avec beaucoup de sourires. Vous l'appelez comment? Daniel Lissouk, monsieur Daniel Lissouk. J'aime bien ce genre d'invitation. Voilà, donc quand il va vous inviter à Douala, vous rentrez avec beaucoup de sourires. Non pas parce qu'il vous aura raconté de belles histoires, mais parce qu'il prendra le temps Il aura de recevoir parfait à la hauteur de ce que vous méritez. Donc, bonjour ce matin, monsieur Daniel Lissouk. Il faut rapidement arranger cette invitation. C'est le style d'invitation que j'adore. D'accord, ce sera fait de toutes les façons. Monsieur Pascal, lui, qui est son bras droit en entreprise, a compris le message et prendra toutes les dispositions. En face de Jacques Bagnolo, nous accueillons notre invité permanent, c'est Alain Douc. Bonjour Alain. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin pour ce mercredi. Avec une note que tu auras bien voulu donner à l'émission, avec son orientation thématique d'aujourd'hui. Je vais profiter comme ça pour saluer un couple qui va convoler un os ce week-end. Un couple de la diaspora. Les deux vivent en France. L'époux ou le fiancé, c'est Brandon, et puis l'épouse ou la fiancée, c'est Laren. Ils sont au Cameroun en ce moment et me font l'honneur et le plaisir de conduire les cérémonies de leurs épousailles ce week-end en tant que maître de cérémonie. Bonjour à vous, c'est des fidèles de cette émission. Ah, ça c'est bien. Nous leur souhaitons rien que du bonheur. Voilà, et bonjour à nos millions de téléspectateurs fidélisés à ce programme. Puisque tu vas présenter le mariage. Tu as déjà reçu ton cachet? Non, pas encore, je vais le recevoir, t'inquiète. Parce que les MC ne blaguent pas avec la cachet. Et il y a dansé quelque chose. C'est une activité que j'ai menée pendant une vingtaine d'années. Ah oui. Ça m'a beaucoup aidé au niveau de ma carrière. Et voilà pourquoi je vais dire merci ce matin à un grand frère. On l'appelle Bombacho. Il est très connu du monde du showbiz. Il était à l'époque ancien directeur du Vet Night Club. Il a également été directeur en face d'Acropole. Il y avait un cabaret là à l'époque. J'oublie un peu comment on appelle le nom, comment on appelle le cabaret en question. C'est lui qui m'a poussé à présenter les cérémonies, notamment les mariages. Je vous parle des trucs il y a plus de 20 ans. J'étais encore très jeune. Et je présentais un mariage presque tous les samedis. Presque tous les samedis. Quand je vais encore dire ce matin que j'ai à présenter plus de 1000 mariages, on va dire, ouais, le type, si tu adores te vanter. Allez demander à Bombacho. Presque tous les samedis, je présentais un mariage. Et ça m'a aidé à payer mes études, parce qu'à l'époque, j'étais à l'université. Vous savez, pour tous les étudiants pauvres, ce n'est pas évident. Donc, la présentation de mariage, ou alors, de manière générale, impresario, c'est un métier. C'est un métier. Malheureusement, pour le cas du Cameroun, on a un mépris pour cette catégorie de personnes que je n'ai jamais réussi à comprendre. Nous avons commencé à imposer à notre époque le respect. Je te dis ce matin, Alain Douc, les histoires, tu prends 50 000 francs, 100 000 francs là pour présenter un mariage. Si tu le fais, ne le fais plus. Parce que ce qui m'avait choqué à nos Victor et Yada était que on donne 50 000 francs à Perfecto pour présenter un mariage. Et vous allez voir un bonhomme là qui est un artiste, bien une artiste, il vient tourner les reins là pendant 3 minutes. On lui donne 500 000. Oui, on lui donne 500 000. Oui, Arnaud. Ils ont autre chose aujourd'hui dans cette affaire. Ils vous disent, viens animer. Et le farotage, c'est pour toi. Ça veut dire quoi? Une connerie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'est arrangé à gérer avec son couturier. Il a loué la salle, il a loué le traiteur. Il a cousu à sa femme un vêtement qui va même au-delà du million. Oui. Mais au niveau de l'impresario, il dit tu viendras prendre le farotage. Malheureusement, je me suis gâté avec un qui a voulu me faire tomber dans ce piège-là. Quand le gars a vu comment le farotage, la cagnotte montait. Ouais. J'avais aussi eu ce cas. Oui. J'avais aussi eu ce cas. On a eu l'intervention d'un colonel qui a posé la question quel était le deal. Il dit mais monsieur le colonel, quelqu'un veut prendre plus d'1 million pour mariage, je refuse ça. Donc vous voyez ces choses-là, c'est... Non, quand tu étais impresario, hein, si tu n'as pas eu cette histoire, c'est que tu n'as pas été un impresario. Moi-même, j'ai eu le même cas. En fait, c'était un sauvetage. C'est-à-dire que ça, c'était encore mon grand frère Bombacho. Lui, il avait à dealer avec les mariés. Malheureusement, Bombacho lui-même présentait un autre mari du côté d'Akonolinga. Il pensait qu'il pouvait rallier Yaoundé. Attends,
Il n'a pas pu. En fait, il m'appelle. Il me dit, petit, tu es où? Il dit, ah, grand frère, je suis à la maison. Il dit, mets vite la veste là, mets la veste. Il y a un mariage là à l'hôtel de ville. Tu vas me remplacer là-bas. J'arrive même là-bas, je ne connais même pas les noms des mariés. Je pique un billet là dans la salle pour voir les noms des mariés. Je me présente quand même parce qu'ils étaient en dehors, ils s'apprêtaient déjà à entrer. Bon, moi je n'ai rien eu. Et là, c'est ce que nous appelions en notre genre, j'ai créé. Ce n'était pas prévu. Tout à fait. Et je vous dis, Arnaud, c'est un grand mariage. Hein? Vraiment. Oh, mariage VIP. Parce que j'ai regardé la tendance de la salle. J'ai compris que je peux pointer ici, il y a les choses. Tu vois la dimension des invités. Et j'ai commencé à conduire le mariage. C'était bien, c'était beau. Il y avait des artistes. À un moment donné, la fameuse rubrique, le partage du gâteau. Ah oui. Si je vous fais le partage du gâteau dans un mariage, même si l'argent là où ça va sortir. C'était un mariage, une bamileke, et avec le monsieur, ça devait être un douala, quelque chose de ce genre. Ah, Arnaud Victor. Les gens venaient faroter en euros. Yes. Et il y avait donc 2 plats. J'avais apprêté les filles d'honneur là et tout ça et tout ça. Je ne faisais que pas. Plus l'argent montait au niveau des plats, plus j'avais de l'inspiration. C'est-à-dire, on a pu même l'argent qu'on a, c'était bien tombé. Ah non, quand j'ai fini, j'ai seulement consacré les 2 filles que moi j'avais déjà préparées. On les a écartées. Voilà. C'est 2 autres filles qui sont venues porter les 2 plats. Je dis vraiment les plats pesaient. Hein. On a porté les plats. Bon, je ne vais pas interrompre la présentation. J'ai donc lancé notre rubrique. Donc j'ai lancé, j'ai dit 10 minutes de danse. Ouais. Allez, piste le bagot. Pour essayer un peu de contrôler ce qui se passe. Je m'assieds. J'attends qu'on m'appelle. Rien. On ne m'appelle pas. Je regarde le marié, il me regarde, il enlève la face. Il dit la face ne sent pas bon. Moi-même, je me lève. Je m'en vais au niveau de la table d'honneur. Et bon, grand frère. C'est comment? Il me dit oui, il y a un souci. Et non, bon, pas un souci en tant que tel. Bon, je voulais savoir ce qui est sorti là. Les là sont pas. Il me dit non, ça ne te concerne pas. Il dit comment ça ne me concerne pas? C'est moi qui ai introduit cette affaire. Elle me dit, oh là, vraiment, vous les petits, vous dérangez. Hein. Il met la main dans un des plats et il prend 5 billets de 10 000, il me donne, donc 50 000. Je lui dis, grand frère, ça représente quoi? Arnaud, l'argent qui était tombé, c'était dans 1,5 million. Oui, bien sûr. Je dis, il y avait des gens qui farotaient en euros. Oui. 1,5 million. Il me donne 50 000. Une affaire qu'il n'avait pas prévue, hein. J'ai dit, non, grand frère, c'est pas sérieux. J'ai refusé les 50 000. Je suis allé m'asseoir. Dans la salle, c'est un constaté qu'il y avait quelqu'un. Et effectivement, il y a un Nini qui est venu. Il regardait la scène. Ça devait toujours être quelqu'un aussi de l'armée. Il devait être colonel comme toujours. Il y a certains colonels qui sont très colonel là qui m'a. Il est venu justement. Il me dit, petit, il y a quoi? Je lui dis, colonel, c'est pas sérieux. Je viens, je lui explique la situation. Il me dit, reste tranquille, je vais gérer. Continue d'animer ton mariage. Continue d'animer. Il est allé voir le marié. Après, il me dit, petit, tu sais, ce sont les choses qui arrivent, il faut laisser. Il avait l'argent que le marié a donné, c'était 300 000. Il me dit, prends les 300 000, laisse. Il dit, colonel, c'est 1,5 million. Au moins, il me dit, petit, prends les 300 000, laisse, finis ta soirée. Un autre jour, tu gagneras plus. Il m'a parlé et j'ai fini la soirée, je suis parti. C'est pareil, je sors quand même en disant que à 97% des cas, ce sont les mariés, les femmes qui sont derrière cette affaire. Ouais. Les hommes sont généralement désintéressés. Tout à fait. C'est-à-dire, les mariés là ont déjà préparé, et ce sont les filles d'honneur qu'on envoie toujours pour le crime. C'est-à-dire, voilà les gens qu'il faut contrôler à l'île samedi. C'est-à-dire, il faut mettre un accent particulier. Moi, quand je fais même ces histoires, je pars avec ma garde de la bouche. Voilà, oui. Moi, je pars avec ma garde. Ce sont mes gars qui ramassent mon argent. Tout à fait. Il n'y a pas que les filles d'honneur viennent danser là. Oui, quand le merci. Hein. Bien des choses à tous les impresarios qui nous regardent ce matin. Est encore attendu sur ce plateau François Mboké. À tout de suite pour la suite.
Sophie Vianebia, bonjour. Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Comment vous allez? Je vais très bien. On sait que vous êtes également un impresario. Hein? Oui. Et d'autant plus que ce week-end, j'ai tu as un pointage? Oui. Mais la chance, c'est que ce sera vendredi. Donc, un autre pointage peut tomber samedi. Ah, ça, c'est clair. C'est un appel de balle. Oui. Donc, vendredi, je me libère là. Et j'ai un mariage le soir. Et samedi, on peut toujours me contacter parce que vous savez qu'un mariage en cache un autre. Ah oui. Si un impresario fait une prestation, il n'a pas un autre mariage, c'est qu'il y a problème. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés sur ce plateau. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'informations et pas mal d'actualités ce matin. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui s'intéresse aux résultats scientifiques. Ministère de la Recherche scientifique et Centre Pasteur Cameroun en partenariat. On revient donc sur cet accord de partenariat qui a été scellé hier, ici même à Yaoundé. L'accord cadre de collaboration entre les deux institutions à ce 7 avril à Yaoundé était signé par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Madeleine Chuente, et le directeur général du Centre Pasteur du Cameroun, Dr Mirdat Kazanji. Information à retrouver ce matin en page 3 du journal Info Matin. La météo, le tri hebdomadaire d'informations, d'enquête, d'analyse et de reportage parle de Paul Atanganji. Le chef de l'État est un homme de parole et juge d'opportunité. C'est 7 avril au Sénat, lors de la discussion et l'adoption de 2 projets de loi, le MINAT a soutenu que le président de la République connaît les préoccupations des Camerounais et qu'en temps opportun, Paul Biya va dérouler son calendrier afin que ces projets de loi se concrétisent. C'est en page 3 qu'on revient donc sur cette réaction du MINAT Paul Atanganji avec le journal La Météo ce jour. La Force Info, ce magazine bimensuel bilingue d'information, présente Paul Biya comme étant l'architecte de l'édification d'un Cameroun uni, stable et prospère. Les grands chantiers de Paul Biya sont à retrouver ce matin au magazine La Force Info qui est disponible en kiosque. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama parle d'Amidou Abibou, politologue, qui nous fait savoir ce matin que la question de la succession de Biya demeure centrale. L'intégralité de l'entretien est à retrouver en page 3 du journal de Guibaï Gatama. Mutation de Georges Alain Boyomo parle de Paul Biya. Paul Biya, Amadou Aïdjo, leçon de succession à l'occasion du 42e anniversaire du putsch manqué du 6 avril 1984 et de l'amorce de la transition au sommet de l'État à travers l'introduction du poste de vice-président. Votre journal publie une déclaration de l'ancien chef d'État qui pourrait s'avérer éclairante pour le présent et l'avenir. La nouvelle expression s'intéresse à ces turbulences économiques quand le FMI accule le Cameroun. Information à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal La Nouvelle Expression. Le jour d'Aman Mana parle des droits de l'homme. L'ONU demande la libération immédiate de Marafa. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies vient de conclure que le Cameroun a violé les droits de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République. Information à retrouver en page 3 du journal d'Aman Mana qui est en kiosque. Le messager de Feu Pius Ndiawe parle de la visite du pape Léon XIV. Le sermon d'Augustin Tamba est à retrouver en page 3 de ce journal qui revient donc sur les préparatifs de cette visite à Yaoundé. La République presse de Timothée Somba Bena reste également dans cette visite du pape Léon XIV le 20 mai 2026 au Cameroun. Trinité sécuritaire. On revient donc sur cette réunion d'évaluation de la situation sécuritaire tenue le 2 avril 2026 et présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. La nouvelle de Jacques Blaise Mvion au bas de 1 s'intéresse à la visite du pape, les colombes de la paix à Bamenda. De la page 5 à la page 9, on en parle ce matin. Remaniement des diplomates au secours de Ketia Cortés. Cette interrogation barre la 1 de ce journal. Sans détour, qui est disponible en kiosque, s'intéresse au transport et logistique ce matin. Le Cameroun adopte son expertise et sa coopération en Russie. On nous le fait savoir ce matin au journal de Nestor Diatou. L'intendant reste également dans ce forum de Saint-Pétersbourg. On revient donc sur cette information ce matin avec le journal L'Intendant qui parle de coopération, voie pour la modernisation des transports nationaux. Information à retrouver au journal L'Intendant qui revient sur la participation du ministre Jean-Ernest Massenangale Bibé à ce forum qui s'est tenu du côté de la Russie. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle de la construction d'un village touristique à Limbé. 500 milliards en jeu. Information à retrouver de la page 2 à la page 3. La Riposte, dans son édition spéciale, s'intéresse à cette autre information ce matin. Grandeur et
et espérance dans le secteur extractif. Le FMI conforte les ambitions minières du Cameroun. Les conclusions des consultations de l'article 4 du Fonds monétaire international rendu public à Yaoundé le 6 avril 2026 par le ministre des Finances Luc-Paul Motazeux confirment les orientations économiques du Cameroun, notamment dans le secteur des mines. Caporal Info est également en kiosque et le journal de Jacques Bagnon-Locke parle de politique ce matin. Jules François Famawa, victime de son soutien au président de la République. Information à lire en page 3. Depuis quelques jours, certains lanceurs d'alerte financés par des cabinets noirs ont décidé de ternir l'image de cet opérateur économique. Entre mensonges, désinformation et dénigrement, tout y passe. Pourtant, récemment encore, Sedine Fils Bazou offrait un bus flambant neuf à chaque université d'État au nom du président de la République. On parle donc des actions de Jules François Famawa ce matin. C'est bien sûr dans ce journal qui est en kiosque. Caporal Info, Diapason, le journal de François Mboké s'intéresse à la BEAC. 300 milliards de francs CFA de bénéfices en 2025. Réuni le 6 avril 2026 à N'Djamena, le conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale a validé les résultats financiers solides. Dans un contexte international incertain, l'institution monétaire réaffirme la stabilité du franc CFA tout en accélérant ses réformes en faveur de l'intégration financière régionale. Panorama News parle de sécurité numérique. La DGSN et l'IAI Cameroun transforment la police en vivier d'ingénieurs informatiques. Dans un contexte marqué par la montée des défis sécuritaires liés au numérique, le délégué général de la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, a lancé le 6 avril 2026 à Yaoundé un avis d'appel à candidature à l'intention des fonctionnaires de la police titulaires du baccalauréat en vue de leur admission à l'Institut africain d'informatique. Cette information est à lire au journal Panorama News de Christian Abanda. Et nous mettons un terme à cette revue de presse avec le journal La Cible qui s'intéresse à cette journée internationale du sport et au service du développement, édition 2026. Yaoundé vibre au rythme du développement et de la paix par le sport. Information à retrouver au journal La Cible qui en parle ce matin et qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci Al Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit Al Perfecto. Et il faut dire, je suis un peu dérangé par une information ce matin. C'est l'information de Caporal Info. J'ai la chance d'avoir son directeur de publication, Jacques Bagnoloc. Jean Bagnoloc, nous parlions il y a quelques mois déjà au niveau de l'actualité au Cameroun de ce monsieur Jules François Famawa qui avait offert gratuitement un bus flambant neuf à chaque université d'État. Malheureusement, on est en train de le mettre dans toutes les sales sauces. C'est donc ça notre pays parfois ici. Lorsqu'on a des personnes qui décident de travailler dignement, qui décident de soutenir l'action du président de la République. Naturellement, il y a ceux qui viennent très souvent de leur propre région, qui décident de leur mettre les bâtons dans les roues. Vous savez, tout le travail que Jules François Famawa a battu avec la Panthère du Dé, je vous ai dit ici, quand j'étais ici récemment, qu'il est le premier Camerounais à avoir réalisé une opération 100% de trading. 100% le tout premier Camerounais. Et il est davantage rentré dans les annales de l'histoire du Cameroun en offrant à chaque université d'État un bus flambant neuf. Comment est-ce que les cabinets noirs décident alors, au moment où il est en train de monter en puissance, de dire merci au président de la République qui lui a tout donné. Et il retourne dans l'ascenseur au président en menant des actions fortes. Il y a des Camerounais parfois ici qui ont l'argent rempli dans les maisons, mais ne sont pas capables d'aider dans le village voisin à mettre sur pied un forage. Voilà donc un monsieur, un homme politique, conseiller, qui a été conseiller régional, qui a décidé de soutenir l'action du président de la République, et les uns et les autres ont décidé de battre en brèche ce qu'il fait. Alors que voilà un monsieur qui travaille avec dignité pour le Cameroun. Récemment encore, il y a eu l'actualité par rapport aux marketeurs qui sont des importateurs dans le domaine du pétrole. Il y a eu plusieurs importateurs qui ont été suspendus. Mais les gens ont fait une focalisation sur lui comme s'il était le seul. Vous comprenez donc qu'il y a des cabinets noirs qui ont décidé de ternir son image, de salir son image parce qu'on ne veut pas le voir accompagner les actions du président de la République. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est victime de son soutien au président de la République. Mais moi, je vais lui dire ce matin... Vous avez un conseil à lui donner? Oui, le premier conseil que je lui donne, c'est que sachez, président, que
les choses basses meurent toujours de leur propre bassesse. Donc il faut laisser ces choses mourir de leur propre bassesse. Et j'ajoute également ce matin qu'il faut savoir qu'on ne jette des pierres que c'est un arbre qui porte des fruits. Vous êtes un arbre qui porte des fruits depuis plusieurs années au Cameroun et vous le démontrez au quotidien à travers vos actions. Continuez à travailler pour le rayonnement du village Bazou, de la région de l'Ouest en général et restez toujours cet homme politique qui soutient le président de la République. Un jour ou l'autre, dans ce Cameroun, on dira qu'il y avait un homme qui s'appelait Jules François Famaoué qui a fait un travail que tout le monde a vu. De toutes les façons, nous le disions également hier ou avant-hier concernant un autre promoteur au Cameroun. Nous encourageons de plus en plus ces Camerounais-là qui ont eu de l'argent et qui investissent au pays. Parce que à côté de cela, il y en a qui ont eu beaucoup d'argent, des milliards, et qui ont préféré aller investir ailleurs. Ou alors, ils préfèrent... cela couler douce avec des jeunes filles élancées brunes aux îles Caïmans, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc félicitations donc à monsieur Jules François Famaoué pour tout ce qu'il fait pour la République. 10h, 11h52. Qu'est-ce que c'est bien de regarder la télé? François Bocquet, bonjour. Bonjour, parfait. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes venu en retard. Hein. non, j'étais là. J'ai cédé gentiment ma place à Vianney pour faire la bonne revue de presse. Comment vous allez? Ça va très bien. Et la BEAC? Vous avez vu les chiffres, la BEAC va très très bien. Et la RCA? La RCA est sur la bonne pente montante et elle a besoin du soutien de tous et donc d'Info TV. On dit bonjour au président centrafricain. Oui. Faustin Archange Touadéra. Oui, Faustin Archange Touadéra qui nous a permis de connaître la RCA un peu de bout en bout au travers d'un entretien qu'il nous a accordé à bâton rompu. Parce que nous étions invités pour son investiture le 30 Mais vous avez oublié le sac de modérateur. Non. Je pense que, je le dis ici en direct, Info TV a sa place en RCA. Il faut peut-être que des démarches soient entreprises au niveau de l'administration supérieure parce que ce qui est en train de se dessiner en RCA a besoin de l'accompagnement des médias africains. Tout à fait. C'est un travail à accompagner, à apprécier. Aujourd'hui, vous savez, la RCA a à peine un budget d'un ministère du Cameroun. Mais lorsque vous arrivez, vous écoutez le président qui vous voit le pays grand et les citoyens aussi grands. Vous regardez le budget qu'il a. Vous comprenez que si on ne l'accompagne pas, le pays ne pourra pas se développer. C'est un peu comme on a pris le Tchad en 2008. Vous savez, le Tchad venait de faire son dernier coup d'État qui avait mis tout en bas, vraiment dans la ruine. Et depuis 2010, avec l'arrivée du pétrole, l'ancien président tchadien avait compris que les médias africains étaient importants. Tout à fait. Nous étions régulièrement... C'était un grand panafricaniste. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, ça a disparu. Je pense que c'est le président Touadéra qui a compris que aucun développement ne peut être suffisamment porté s'il n'est pas associé aux médias. De toutes les façons, je suis quelque part un fils de la Centrafrique. Voilà. J'ai eu mes habitudes de ce côté à une époque. Et c'est comme ça que Et les tournées d'eau, vous connaissez? Bien sûr, depuis K5 voilà. Tout ça. Et c'est comme ça que j'ai eu à interviewer la présidente centrafricaine, voilà. La présidente de transition, Madame Catherine Samba Panza. C'était au palais. Voilà. Un entretien qui est entré dans l'histoire. J'ai également eu un autre entretien au moment d'Olo Guélé était aux prises avec Faustin Archange Touadéra. C'était le premier mandat de Faustin Archange. J'ai eu un autre entretien avec Dolo Guélé. Non, il faut saluer l'accompagnement surtout politique. Je pense qu'il est vraiment sur les tasses de Déby. Déby qui a compris que
les belligérances ne servaient à rien, il faut tendre la main. Quand on est au pouvoir, c'est pas pour assassiner les autres, qu'on peut appeler opposants. Une opposition, c'est une fonction honorable. Vous savez, au Tchad, il y a le leader d'opposition. Je pense qu'il faut qu'on y arrive également un peu partout. Et de Logolé, à qui vous faisiez allusion, est aujourd'hui bien installé en Centrafrique. Je pense que les rapports sont ancien bien. Premier ministre. Voilà. Et il y a aujourd'hui un ancien chef d'État qui est là, et qui joue également... et qui réside calmement. Oui, calmement là, et qui jouit d'un statut d'ancien chef d'État. Je pense que dans notre sous-région, ça fait école. C'est un exemple. De toutes les façons, si le président Faustin Arcand Touadéra est d'accord, je lui adresse cette demande d'entretien, et que son cabinet essaie de me contacter et on verra comment parler de la RCA. Je pense qu'il faudra non seulement faire cette interview, mais aller prendre les images sur place. Tout à fait. Et vous verrez comment la RCA est passée en 5 ans d'un village à une ville, disons, prospère bientôt. Vous savez, un carrefour de la RCA, il est écrit Bangui la coquette. La coquette. Ce fut avant, comme on disait, c'était avant, mais on l'a perdu cela à Bangui. Mais aujourd'hui, Bangui est en train de devenir encore plus coquette. Lors d'un reportage à Bangui, vous savez ce que j'avais dit à la fin? Pour que Bangui ne devienne plus Bangui la roquette, voilà. Et surtout Bangui la coquette. Et voilà. Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Pour la dénonciation de ce matin parfait, nous allons revenir sur une situation liée à l'insalubrité, notamment en Mandon, ce sera le prétexte pour parler des réalités pour les autres villes du Cameroun ou les autres quartiers ou circonscriptions. À Mandon particulièrement, il se trouve que là-bas les populations sont en train d'asphyxier. Il n'y a plus de points de collecte d'ordures, on ne les voit plus. Les bacs même, on ne les voit absolument plus. Isacam est aux abonnés absents. Et là, il se trouve que dans les domiciles, maintenant, on ne sait plus comment gérer les ordures. Ça s'amoncelle. Et là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de salubrité publique. Un vrai problème sanitaire. Parce qu'avec ça, on ne sait pas comment, ce que ça peut causer comme maladie dans les quartiers, dans les foyers. Donc, de bonnes sources, il m'a été dit que pour gérer la situation, il faut chercher à arriver à Carrefour Express du côté de Biémassi. Rond-point Express. Oui, voilà, Rond-point Express. Okay. Donc certains doivent... La poubelle a coupé la route. Voilà, certains doivent prendre les ordures collectées, les charger dans leur véhicule pour aller au Rond-point Express. Parfait. Alors tout le monde ne peut pas se permettre ça, tout le monde n'a pas de véhicule, etc. Donc c'est un vrai problème de salubrité publique et il faut vraiment que je ne vois pas s'il y a 2 ou 3 taximens qui vont accepter pour monter dans son taxi avec un amas d'ordures, etc. Hein, c'est très compliqué. Avec toute cette senteur. On parle comme ça de Mandon, il faut aller voir dans les autres quartiers de Yaoundé, parce que en suivant les actualités du côté de Douala, hein Jacques? Ouais. C'est grave. C'est grave. Je vous pose une question. Est-ce que le pape va passer par Mandon? Je ne pas c'est non compréhensible. Il n'y aura rien. Si le pape passait de ce côté, on a là. Donc malheureusement, la population de Mandon, le pape ne passera pas là-bas. Hein. Vous êtes foutus. De toutes les façons, Arnaud Victor et Yada, la situation de Mandon est préoccupante avec ces immondices, ces amas d'ordures. Nous en parlons de manière régulière. Mais rien ne change. On peut en rire perfecto, mais ça fait très mal. Parce que qui dit Mandon aujourd'hui, dit également beaucoup d'autres quartiers. Tout à fait. On se souvient, il y a de cela peut-être 4 à 5 ans aujourd'hui, il y a effectivement un tas d'ordures qui avait coupé une partie de la route du côté de Kouaban. Parce que il y avait un rififi et un imbroglio entre est-ce que c'est Nkola Famba ou Kouaban qui doit s'occuper de ces ordures. Et je ne sais pas comment ils ont fait finalement pour qu'on trouve une solution. Je pense que c'est pratiquement la même situation que nous vivons aujourd'hui. À la base, il faut dire que la démographie ne nous aide pas, parce que nous sommes déjà plus nombreux qu'avant. Et à cette démographie, il faut maintenant ajouter des trucs comme l'absence de la planification des villes. C'est-à-dire même les nouveaux quartiers qui naissent aujourd'hui. Est-ce qu'ils naissent sur un plan établi? C'est-à-dire on dit voilà un quartier tel, est-ce qu'il est fait en damier comme sur d'autres cieux? Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit, après permis de bâtir qu'on a eu, on met tout ceci en place? Lorsque tout cela n'est pas planifié,
et que au sommet, on a encore jurifié, comme je l'ai dit, entre qui doit gérer les ordures et qui ne doit pas gérer. Je pense que les populations ne sont qu'aux abois, parce que effectivement, lorsque vous avez les ordures chez vous, qu'allez-vous faire avec ces ordures? Et puisqu'on ne peut pas tous les jours, il faudrait qu'on ait les ordures tous les jours. À cela, il faut aussi ajouter quelque part aussi l'incivisme des Camerounais. Parfois, il y a même le bac à ordures. Lorsque vous envoyez un enfant de 5 ans qui n'a pas la taille du bac, le premier réflexe, c'est de verser les ordures et mettre au sol. Et parfois, même celui qui a 2 mètres, il est grand de taille, mais très court dans son esprit, il prend les ordures, il les verse à même au sol et il s'en fout. Donc, d'autres encore, même dans les drains, c'est-à-dire les rigoles qu'on a mis là pour drainer des eaux, allez faire un tour maintenant. Même là où il y a des bacs à ordures, les gens qui ont des salons de coiffure et autres, qui ont fallacieux prétexte de se débrouiller, utilisent ces drains pour mettre effectivement des ordures. La maman qui braise le maïs au bord de la route, lorsqu'elle vient avec le maïs du champ, qui est encore emballé, les pieds encore avec sa couverture, qu'est-ce qu'elle fait de ces ordures-là? Elle les jette directement, parfois même avec le sac dans cette drain-là. Et chose curieuse encore, Pour jeter. parfois le matin où vous vous réveillez, vous trouvez que le voisin est venu verser les ordures devant votre cou. Pour le mal, comme on dit. Donc, autant de choses. Si on règle peut-être ces problèmes que j'ai énoncés en avant, il va falloir régler également le problème de l'incivisme de ce Camerounais qui, dans son Prado sans publicité, réussit à sucer une orange et la jeter au bord de la route à partir d'un feu de signalisation. Je pense que le problème est là assez profond. Merci Arnaud. Et il y a Amot. Je ne sais pas s'il faudrait qu'on organise au Cameroun les états généraux de la gestion des poubelles. C'est une mauvaise idée? Non, ça ne sera pas une mauvaise Parce idée. que j'ai l'impression que cette affaire nous a dépassé. Non, c'est vraiment très alarmant et c'est déplorable. Parce que au Peut-être Cameroun, qu'on fera appel à une expertise extérieure. On va faire appel à cela, peut-être des blancs. Parce que quand ce sont des blancs, on prendra leurs recommandations certainement au sérieux. Vous ne croyez pas? c'est un complexe que malheureusement nous avons. Mais je suis sûr qu'il y a des excellents environnementalistes au Cameroun qui peuvent aider aisément à la gestion de nos déchets. Vous savez qu'il y a jusqu'à environ 3 ministères qui sont connectés à la gestion des ordures dans notre pays. Nous avons le ministère de l'Environnement, je pense. Oui. Il y a le ministère de l'Humanisme. Il y a le MINAT qui est en charge des collectivités territoriales. Et dernièrement, on a vu le MINAT qui s'est levé. Certains même cru qu'il donnait des cours de gestion des ordures à Madame Ketia. Mais depuis là, le ministre pour la Tanganji, on a l'impression que vous êtes aussi un peu essoufflé. Hein. Et Ketia doit rire. Quand nous voyons l'état de nos grandes villes, on parle, prenons juste l'exemple de Yaoundé et de Douala, mais c'est déplorable. On parle du côté du rond-point express, je pense qu'il y a toute une route là qui est presque bloquée avec des ordures, mais c'est déplorable dans la cité capitale. Moi je me demande bien si ceux qui nous dirigent se soucient de l'image que nous renvoyons à l'extérieur. Déjà les Camerounais commencent déjà malheureusement à s'habituer à cela, mais on va pas seulement indexer justement les pouvoirs publics, mais il faut aussi que nous, les Camerounais, nous puissions un peu relever notre état de civisme. Alain nous l'a parlé ici, je pense, et Yada l'a parlé ici, on voit même des Camerounais véhiculés qui arrivent quand même à sortir un plastique des gros cylindres et jeter en bordure de route. Mais qu'est-ce qu'on renvoie? Qu'est-ce qu'on renvoie justement à cette jeune génération qui nous regarde là? Je pense qu'on devrait vraiment avoir un sursaut de civisme et qui doit être accompagné justement par les pouvoirs publics. Mais on indexe aussi les Camerounais, mais il est déjà très fréquent au Cameroun aujourd'hui, à Yaoundé, de marcher même à presque à un demi-kilomètre sans voir un bac à ordures. Mais comment est-ce qu'on fait alors? On va porter les ordures en main, dans nos poches, ou bien comment est-ce qu'on fait pour pouvoir justement disposer de nos déchets? Je pense que ça y va de la mauvaise gestion de nos ordures. Mais est-ce qu'on sait que ces ordures-là peuvent être utilisées? Nous sommes un pays en train de grandir. Nous avons justement un secteur d'agriculture qui a vraiment besoin d'être soutenu. Ces ordures peuvent être transformées en compost et soutenir justement le secteur d'agriculture. Je pense qu'on devrait, tout ce budget qui sera affrété à tous ces ministères-là devrait vraiment impacter sur la gestion de nos ordures. Et puis on appelle justement à ceux qui ont la charge
de vraiment de gérer nos ordures, de vraiment faire preuve de patriotisme. Arrêter d'indexer les uns et les autres, mais prendre surtout le taureau par les cornes et agir, parce que les Camerounais en ont besoin. Jacques Bagnoloc, peut-être parce que je ne suis pas expert, hein, les bacs ordures, pour en fabriquer, ça doit vraiment être une affaire d'experts. C'est pas une affaire où il y a le fer là, on agence ça, on fait un gros truc là et on vient verser les ordures. C'est pas ça, hein? C'est pas loin de ça de toutes les façons. Mais bon, il n'y a pas les bacs ordures. Qu'est-ce qu'il faut? Non, c'est un peu terrible. Le professeur Yim Gang Moyo, que vous avez père son âme, hein, de regretter mémoire, ouais. un spécialiste de ces questions-là avait dit qu'il faut repenser de façon générale même la politique d'urbanisation du Cameroun à travers nos grandes métropoles. Parfait, le visage que nos grandes métropoles donnent n'est pas un bon visage. Vraiment, il ne faut pas se mentir. Moi, je vis à Douala. Non, ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Le pape arrive. Quand tu dis ça, c'est pas bon. Tu es en train de ternir l'image du pays. C'est ceux qui ne font pas leur travail qui ternissent l'image du pays. C'est pas, moi, je vis à Douala. Il y a des poubelles partout. Vous connaissez un Camerounais qui s'est illustré dans la dénonciation, Jacques Bertrand. On l'a arrêté, on a dit qu'il est fou, on allait le mettre Ne au parlez camion. pas des gens comme ça ici. Ah, Ne parlez pas des gens comme ça ici. Donc, non, c'est un problème parfait. J'ai dit, nos villes sont sales, il y a les poubelles partout. Le dit n'est pas contre le Cameroun. Le dit n'est pas un mensonge. C'est une réalité que chacun de nous peut vivre. Et c'est la politique qu'il faut repenser à la base. Je crois que Mendong, c'est Yaoundé 6, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Donc il faut déjà commencer à interpeller le maire Yoki. Ça doit commencer à son niveau. Habituellement, les maires vous disent que non, on n'a pas les moyens, ça relève de la compétence de la communauté. Ben non, à votre niveau, vous les maires, commencez déjà à avoir des stratégies qui permettent que, au niveau de la collecte et du ramassage à basse échelle, qu'on puisse le faire. Je l'ai vu dernièrement lorsqu'il y avait la célébration du RDPC le 24 mars. Le 24 mars, je l'ai vu comment il dansait, il farotait, les Djidji, Milo Mama, c'est bien. Il aime bien faroter. Hein. Voilà, c'est bien, mais, monsieur le maire, c'est bien de faroter, mais on a également besoin que, en ce qui concerne l'arrondissement qui est le vôtre, votre territoire de compétence, qu'on ne puisse plus avoir ce genre de choses. Donc, les maires doivent déjà à leur niveau faire ce qu'il y a lieu de faire. Disons également que l'une des raisons... C'est vrai que pour revenir sur le maire Jacques Yoki Onana, de manière régulière, on le voit quand même sur le terrain. Oui. Il faut également le reconnaître. Lui-même avec les bottes et tout ça, Yoki... par moment même il travaille avec des gens, lui-même il travaille. Non, mais je ne sais pas s'il est au courant de ce qui se passe maintenant. Donc, voilà. Il faut qu'il fasse aussi un tour de ce côté. Mais il faut le dire, c'est l'un des maires qu'on voit véritablement sur le terrain. À un moment donné, lui-même, il prend la chemise, il va sur le terrain, il porte les bottes. C'est pour ça qu'on a besoin donc de lui passer ce message. Très souvent, ils ne sont peut-être pas informés. Je crois donc que s'il n'était pas informé, il a donc désormais l'information selon laquelle, à Mendong, ça ne va pas. Et je suis pas sûr que ce n'est qu'à Mendong. Il y a plusieurs quartiers de Yaoundé 6 de Yaoundé 6 qui peuvent avoir ce problème-là. Quand j'ai fini de le dire, donc je monte à un niveau. La mairie de la ville, le maire Luc Messia Tangana, doit également se rassurer de ce que la ville... L'ami de Madame le ministre Ketia. Voilà, la ville dont il est le patron a besoin de montrer belle figure au moment où on attend le pape. Et ce n'est pas seulement parce qu'on attend le pape que nos grandes métropoles doivent faire montre de beauté, mais elles doivent faire montre de beauté à tout moment. Parfois ici, quand vous allez dans la ville de Boya ou la ville de Limbe, ayons le courage de le dire. Nos frères sont d'une propreté. Vous voyez même, j'étais à Boya dernièrement, vous ne voyez même pas un bout de papier circuler. Nous ici, on a cette mauvaise habitude, comme on le dit ici, de jeter. Quand je venais à cette émission, je ne pars même pas loin. À la descente ici, une jeune dame est dans une RAV4 sans publicité avec un homme et elle jette un sachet d'orange. Quand elle jette ça non loin de moi parce que je descends, je lui dis... Sachet d'orange utilisé. Voilà, utilisé déjà. Je lui dis que c'est quoi ça? Elle me dit que tu n'as même pas la voiture. Donc, je ne sais même pas. Le rapport avec le fait que je n'ai pas de voiture. Toi aussi, tu dois acheter les problèmes. Non, puisqu'elle a jeté, moi je descends, elle a jeté l'orange, ça a failli même arriver sur moi. Je lui dis c'est quoi ça? Elle me dit que tu n'as même pas la voiture. Elle a continué. Donc regardez les comportements abracadabrantesques comme cela.
il faut les condamner avec la dernière énergie. Mais il faut repenser le plan d'urbanisation de nos villes. Je suis d'accord avec Yada. Ça va tellement vite, mais on ne s'adapte pas. Il faudrait donc que les politiques publiques à la matière soient, comme les anglo-saxons le disent, up to date. François Mboké, vous et moi, nous en parlons depuis des années sur les plateaux de télévision, mais rien ne change. Qu'est-ce qui coince? Ces gens-là, c'est le mépris qu'ils ont envers les populations ou alors eux-mêmes sont dépassés par les événements. Que faut-il faire? Oui, tout dépend de l'organisation. Comment est-ce que les choses sont organisées? Si c'est comme les routes où on a plusieurs intervenants, on aura toujours le même problème. Est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est le maire qui enlève les ordures de sa circonscription ou c'est le super maire de Yaoundé? Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts de part et d'autre qui font qu'à un moment ça se coince. Ce bac, nous parlions de la coquette maintenant. Parce que si on met aujourd'hui un Camerounais à Bangui, il aura des problèmes pour vivre. Parce que nous n'allons pas vivre quelqu'un aller faire pipi comme on le fait là, la route, ni jeter une ordure. C'est pas possible. C'est vrai que si nous faisons également pipi à côté des rues, hein, oui. Peut-être que cela m'est arrivé. Mais le problème, c'est que, soyons sérieux, partant de la poste centrale, pour Mendon, pour ceux qui connaissent Yaoundé, oui. Tu trouves combien de toilettes publiques? Il n'y en a pas. Mais effectivement, de près de 20 km. Vous parlez même pas de toilettes. Alors, vous avez donc un besoin pressant. Vous faites comment? Et c'est justement ce que nous sommes en train de dénoncer ici. Prenez le cas où vous êtes même au centre-ville. Voilà. Où vous n'avez pas moyen d'aller. Vous faites comment? Qu'est-ce que vous faites quand ça vous prend? Il y a les roues de voiture. Oui, voilà, les roues de voiture. Mais vous priez de ne pas être repéré. Parce que si quelqu'un vous prend en train de... Quelqu'un vous prend, vous nous dit de faire ce que tu veux, je te l'une pendant que j'ai pris. C'est comme ça. Et vous voyez, ça, malheureusement. Et heureusement que Jacques a parlé ici de deux régions qui font la différence. Ouais. Où vraiment, vous ne trouverez pas cela. Et si au Cameroun, on a des exemples, cela veut dire que nous pouvons le faire ici. Il part de Mendon pour dire Biémassi. À l'heure où nous parlons, je ne suis pas sûr que vous pouvez passer après Tam-Tam du côté droit, parce que c'est là où il y a cette poubelle qui coupe tout le temps la route. Donc, le maire de Yaoundé 6 ne peut pas ignorer Mendon et ignorer également l'existence de Biémassi. Ça voudrait dire que il y a quelque chose qui se passe, soit c'est dans l'antagonisme de la gestion, soit c'est dans le manque de moyens suffisamment pour pouvoir enlever les ordures. Et aujourd'hui, l'ordure n'est plus quelque chose qu'on jette. L'ordure est quelque chose qu'on exploite. C'est une richesse. Donc, je pense qu'il faut que les mairies intègrent à tous les niveaux qu'il leur faut des environnementalistes. Tant qu'ils ne vont pas les prendre, ils vont toujours penser que l'ordure n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, même chez nous, dans nos ménages, si on était bien organisé, avant même que vous ne construisiez, vous appelez un environnementaliste, vous aurez que des gains à prendre. Vous n'allez plus faire des toilettes comme tout le monde, vous n'allez plus faire des adductions d'eau comme tout le monde, vous allez faire, même planter vos fleurs. Donc vous aurez un environnement sain et qui va produire ce que vous appelez saleté, qui sera plutôt de la richesse pour vous. Merci François Mboké. Alain Douk, une ville où les poubelles nous font des bises à gauche et à droite, ça devient quand même compliqué. Nous n'avons peut-être pas un médecin sur ce plateau, mais nous n'en avons même pas besoin. Je voudrais vous amener sur le terrain sanitaire, les risques. À longueur de journée, nous aspirons ces mauvaises odeurs. Quels sont les risques sur le plan de la santé? Il y a des nuisances olfactives qui peuvent être à l'origine de problèmes d'ordre pulmonaire. Vous imaginez dans la ville, quand les pluies tombent et qu'avec les eaux de ruissellement, vous savez, il y a certains qui attendent même qu'il pleut justement pour essayer de... Pour aller jeter les ordures. Donc, et là, on recule même parfois jusqu'au WC, etc. Ces eaux circulent par un circuit que vous connaissez dans toute la ville, et parfois c'est à des endroits qu'on n'imagine pas, même au centre-ville, qu'on voit des étangs se créer. Dans les bas quartiers, c'est la crue, c'est une onde, etc. On marche. Voilà. Dans ces choses-là. Oui, il n'y a pas de route là. Dans les eaux en question. Hein? Bon, vous pouvez imaginer le genre de maladie exposée à tous ces microbes, ces agents pathogènes qui sont dans les parasites qui sont dans les eaux. Vous pouvez imaginer le type de dermatose ou de... Je suis pas un spécialiste. Ce que moi je veux dire, ce que je veux dire, parfait, je pense que ce problème, voir autant
d'ordure, dans une espèce d'indifférence, une telle pollution. À mon sens, sur le plan d'une certaine psychanalyse, c'est peut-être l'illustration de notre propre, la matérialisation de notre propre pollution mentale. À tel point qu'on est tellement pollué qu'on est indifférent. On matérialise, on extériorise cette pollution, elle devient exogène et on s'en accommode. Vous avez évoqué l'aspect, parce que quand on parle de développement durable, justement, la prospective de notre développement doit prendre en compte la gestion que nous devons faire sur le plan de la politique de l'urbanisation, la politique de la ville, ce que nous faisons de ce que nous rejetons. Oh, parfait. Mais il n'y a que des opportunités, à ce qu'il paraît. Tout à fait. Je vous prends un exemple. On parle de développement durable. Vous savez que le plastique, ça pollue. Alors, si on peut se limiter à ne pas produire du plastique et à recycler le plastique qui existe déjà, vous voyez l'avantage au niveau de l'assainissement et de la stabilisation de la problématique de la pollution plastique. On ne fait que recycler pour tout ce qu'on veut, on n'en produit pas davantage. Pourquoi on ne fait pas ça? Au niveau de la problématique énergétique, on a énormément de problèmes d'énergie. Parfait, je suis toujours dans le noir. Eneo n'a rien fait. Sur les problématiques d'énergie, ben, il y a des biogaz. Oui. On peut produire, ce que les gens ne savent pas, je ne sais pas pourquoi on a réussi à endormir l'esprit de tous, des masses, avec la problématique des énergies fossiles. Or, en réalité, dans la nature, tout est énergie et on peut produire de l'énergie à partir de tout, même à partir des ondes électromagnétiques, des fréquences, on produit de l'énergie. À plus forte raison, nos ordures, les biogaz, etc., on règle le problème de l'énergie. Vous avez parlé dans le secteur de l'agriculture, de la production des composts. Les mêmes plastiques là, en stabilisant la problématique autour des matières plastiques, on a nos routes. On peut concevoir une nouvelle ingénierie de stabilisation de nos routes là, qui se dégradent souvent dans certaines zones le plus rapidement possible. On produit des pavés. Des spécialistes ont déjà énormément parlé du sujet. Mais on ne le fait pas. Donc il y a un problème de prospective du développement et de prospective dans l'urbanisation. Alors les gens ont d'autres préoccupations. Vous allez aller questionner certains, mais ils vont vous dire oui, c'est vrai, on a nos tas, mais quand il se trouve que sur le sujet en question, on doit nous libérer tel argent, parce que c'est budgétisé, il y a une ligne pour ça, et puis vous vous rendez compte qu'il y a des goulots d'étranglement à ce niveau, bah, dites-nous, vous voulez que nous aussi on fasse comment, etc. Donc, chacun ne pense pas le développement, chacun voit comment tirer avantage, je ne sais pas, de l'argent qui existe pour son compte, dont les idées sont ailleurs. On n'est pas là pour penser le bien-être de tous. C'est ça la tragédie. Merci. Hein. Oui, François, oui, je voulais juste ajouter que les hôtels, quand on voit par exemple un hôtel de 5 étoiles qui vient curer les toilettes et autres, vous pouvez imaginer combien de déchets peut faire un hôtel par jour, que ce soit les déchets de la cuisine, que ce soit les déchets humains, mais ce sont des déchets qui peuvent être transformés en biogaz. C'est-à-dire que cet hôtel ne va plus jamais aller acheter du gaz au marché, il va préparer avec le gaz de ces déchets. On peut même également recycler ces ordures pour faire un certain nombre de travaux dont aura besoin l'hôtel. Mais faites le tour de Yaoundé, vous allez voir, aucun hôtel n'a prévu ces initiatives environnementales. Voilà. Parfait. Et c'est là où la fameuse loi de Lavoisier prend tout son sens. Hein. Oui. Rien ne se perd dans la nature. Ils ne comprennent pas ça. Moi, je ne sais pas comment on fait pour gouverner. Alors, nous allons lire ces nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, chers petits frères. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Néanmoins, ce matin, vous dites à un panéliste qu'il ne parle pas des gens comme JBM sur votre plateau. Ça ne vous ressemble pas. Il parle d'un Camerounais. Depuis Douala, je suis Moudourou. Monsieur Moudiro, vous n'avez pas compris. Il faut comprendre l'humour. On fait parfois de l'humour. C'est très haut. C'est sûr que vous avez fait la télé. Vous n'avez rien compris. Non, il faut lui pardonner. Même, c'est que c'est les rapports que nous avons. Alors, un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour, le firmament me barconna. L'homme aux plus de 13 000 débats modérés. Non, je n'ai pas encore atteint 13 000. Plus de 10 000, oui. Vous comptez? Oui, je compte. Bonjour, donc, attends, ok.
Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à ta tendre épouse Lynn, à ton fils à Tango. Bonjour à François. Mais vous me connaissez vraiment. Hein? Bonjour à François, Alain, Amod, Jean et mon frère Arnaud Victor, Manitouri. El Perfecto, s'il te plaît, je voudrais que tu me passes son numéro. Est-ce que je peux t'appeler après l'émission? Je suis un fidèle téléspectateur d'Info TV depuis Eboaloa, dans ta belle famille. C'est même complexe. Parce que je regarde Info TV en ce moment. Disons que je suis privilégié. Le caporal Gaston, d'un fils étoudi de Metomba, depuis Ebolova. Vous le connaissez, Arnaud Victor? Je ne suis pas certain. Ok. Alors, parfait. Il me connaît vraiment. J'avais peur qu'il dévoile même. En direct. Vous n'êtes pas sérieux. Bonjour Perfecto et merci à Alain de penser aux populations de Mendon. Je dirais Mendon et environ. Je me suis baladé dimanche dernier avec des sacs d'ordures dans la voiture afin de pouvoir trouver un endroit pour les vider. En effet, tous les points de dépôt d'ordures n'existent plus, parmi lesquels celui qui était devant la résidence du sous-préfet Jean-Hugues Ntama depuis un colisier. Comment vous mettez d'abord un dépôt d'ordures devant la maison du sous-préfet? Est-ce que c'est sérieux? C'est pour lui passer le message. Un autre message. Hein? Bonjour messieurs, je suis Ngobaïha et depuis Garoua. Je vous dis déjà merci pour ce que vous faites pour la dénonciation. Je pense que le service d'hygiène doit faire les descentes sur le terrain. Et je propose qu'il y ait éducation de morale comme à notre époque. Nous autres et des sanctions doivent être appliquées. Nous, lorsqu'on était au primaire, il nous était enseigné qu'on ne jette pas les ordures en route. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un dans une grosse voiture, mais en roulant, vous le voyez balancer une peau de banane ou une bouteille vide à travers sa portière. Pardon, continuez à en parler. Douala et Yaoundé font honte. Un autre message. Bonjour les démineurs. La prolifération des ordures dans nos villes montre tout simplement que nous Camerounais sommes sales dans nos mentalités. Quand on aura fini de faire le ménage dans nos esprits, nos villes commenceront à être propres. C'est Rodrigue à Douala qui envoie cette contribution. Nous allons prendre un autre message. Hein. J'ai vu un message du 212 ici, mais il s'est enfui. Je prends donc d'abord le message le plus 20. Il s'agit de quel pays là? C'est l'Égypte. Voici ce que l'Égyptien dit. Bonjour, l'émission subsaharienne la plus suivie dans le monde, le Proche et Moyen-Orient. Quant à la dénonciation, le quartier dont vous faites allusion n'est pas au Cameroun, mais l'ami perfecto le 24 au 25 mars, vous chantiez un chant d'exaltation de l'homme du 6 novembre 82. Demandez-lui une interview. Peut-être il n'est pas au courant. Bientôt vous cohabiterez avec les souris cafards et les bonnes odeurs. Le Cameroun est sale, trop sale. S'il vous plaît, dites au MINDEF de voir... quoi? Je vois là la fille de... Bon, par rapport à notre chanson, vous, une fois pour nous, vous n'avez rien compris. C'était la fête du RDPC, le 24 mars. Et nous disions qu'il y avait une chanson presque culte du président Paul Biya. Peut-être tu veux me pousser encore à chanter ce matin. Donc quand je chantais là, c'est parce que je disais que j'avais voté pour Paul Biya. Ou bien je suis d'accord qu'il y ait un vice-président qu'il peut nommer et qu'il peut encore enlever. Le problème c'est que l'amas de nos frustrations fait en sorte que quelqu'un dit une chose, toi tu interprètes ça à ta manière. C'est l'amas de nos frustrations. Nous sommes tellement frustrés que dès que parfois il se dit que bon, vraiment, lorsque Paul Biya était venu, nous pouvons chanter Paul Biya, notre président. Ça veut dire que parfois ici est le président du comité de base d'Onkolovan. Alors que tu donnes l'information. Alors, on prend un autre message ce matin. Bonjour, le super maire de la modération. Désolé, je vais revenir en arrière concernant la beauté et l'éloquence des cérémonies nuptiales et autres. Les principaux acteurs de cette beauté sont les DJ et les maîtres de cérémonie. Malheureusement, ils sont oubliés avec des salaires de catéchistes, caméléon DJ depuis Mbalmayo. Ah, ça fait longtemps que je te peux arriver en Balmayo, hein? Il faut que je fasse encore un tour en Balmayo. Et je vais aller saluer mon papa, le maire Zangomba. Alors, j'ai retrouvé notre ami du 212.
Je l'ai repéré. Le 212, c'est le Maroc. Bonjour, parfait. Ici, le gré à gré de la modération. Voilà ces choses. Bon, comme demain, c'est le jour saint d'espace minier, journée prisée de l'audimat camerounais et international, à savoir jeudi spiritualité, je suis alors venu donner quelques recommandations de thèmes à poser sur la table de débat. Donc, pour aujourd'hui, je m'abstiendrai de toute taquinerie. Petite parenthèse, invite-nous le gars là qui disait qu'il était un Bouddha. Tu te rappelles de lui, non? Tu peux aussi appeler Njibokas. Premier thème, sexe et magie, parlons-en. 2. L'alcool influence-t-il notre spiritualité? 3. Afrique et développement, doit-on revenir aux traditions, exemple la Chine? 4. Africanité et chrétienté, et quel est le lien? 5. L'Afrique matriarcale, quel regard? Et enfin, petit bonus, les 72 vierges, réalité polygamique au film porno. N'oublie pas d'épingler mon message, tonton, comme ça tu pourras revoir mon message. Merci, à demain 10h. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. N'oubliez jamais que de 10h à 11h52, de lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec la télévision sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Ce matin, nous avons choisi de parler de la légalité, mais également de la légitimité. Et nous avons pour prétexte ce qui s'est passé dernièrement, plus précisément, le 4 avril 2026 du côté du Parlement camerounais, où on a eu l'introduction du poste de vice-président. Ils sont nombreux au niveau de la classe politique camerounaise qui estime que certes il y aura une légalité mais un problème de légitimité. Ce matin nous allons globaliser la problématique en se posant la question de savoir si de plus en plus au Cameroun nous avons un problème de légalité et de légitimité dans plusieurs institutions au niveau de certaines fonctions du vert au jaune. Je commence par passer la parole à l'homme politique qui est sur ce plateau. Il s'agit de Eyeya Amot du parti MP3. Quel est le regard que vous jetez sur ce débat de plus en plus houleux au Cameroun, la légalité et la légitimité? Merci, Monsieur Parfait ici. Déjà d'avoir introduit ce thème au débat de cette journée. Le MP3 justement a été nous sommes vraiment très déçus de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale et ça nous laisse avec beaucoup d'interrogations. Est-ce que la vie des Camerounais est encore prise en considération? Est-ce qu'on reconnaît encore que le pouvoir vient du peuple et le peuple seul est habilité justement à travers cela
qu'ils ont donné l'opportunité de les représenter de par la loi, de s'exprimer. J'aimerais revenir à les faits qui ont justement précédé ce qui s'est passé le 4 avril. Vous savez, les Camerounais, en 2020, ont voté un certain nombre d'élus, dont les conseillers municipaux et les députés. Et quand nous partions dans les urnes, on donnait une possibilité à ceux-là de nous représenter pendant une période de 5 ans. Tout à fait. 5 ans passés, en 2025, avec ces élus-là bénéficient d'une prorogation qui leur accorde encore presque un an supplémentaire. Et on renvoie l'élection, le renouvellement du Parlement à travers l'élection en 2026. Et après, on entend que cela a été renvoyé en 2027. Alors, nous qui nous sommes déployés au niveau des urnes en 2020, on a justement accordé à ces personnes-là un mandat de 5 ans. Alors, nous savons qu'ils nous représentent pour une période de 5 ans. Nous nous voyons en eux, nous nous voyons représentés par eux pendant 5 ans. Alors, maintenant qu'à travers une loi, leur possibilité de nous représenter a été donc étendue. Est-ce que nous continuons à nous revoir ou à nous sentir représentés par ces personnes-là? Je pense que là, ça pose donc le problème de légitimité. La légitimité ici, donc, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que ce qui se passe est juste? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est accepté par ceux-là même qui ont le pouvoir de décider à la base, les Camerounais? Est-ce que les Camerounais acceptent ce qui se passe là? On a vu des réactions, même au sein du parti au pouvoir lui-même. On a vu des réactions au Parlement à travers les membres de l'opposition. On a vu même les leaders de la société civile, on a vu des leaders des partis politiques de l'opposition qui sont malheureusement pas représentés à l'Assemblée nationale, vraiment décrier ce qui s'est passé là. Alors c'est clair qu'il y a un problème de légitimité. Les Camerounais ne se reconnaissent plus. Or, ne se reconnaissent pas dans ces personnes, à travers ces personnes-là qui ont donc eu l'attitude ou alors l'occasion de pouvoir voter les lois qui impactent notre avenir. Alors, on aimerait vraiment qu'une autre possibilité, on aurait préféré qu'on passe par voie de référendum, qui était une autre option, et par voie de référendum, on devrait donc donner l'opportunité à tous les Camerounais de s'exprimer, et puis on pourra donc conférer une certaine légitimité aux décisions qui auraient été prises à travers dans l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a un ami aîné qui m'avait dit qu'il y avait eu un référendum dans ce pays. On posait une question à ceux qui allaient voter. Oui or yes. Yes or no, effectivement. Et non, tu es bien ce que Parfait dit. Yes or non, justement, c'était trop. Je me suis justement emporté par cela. On va passer la parole à Arnaud Victor et Yada. Arnaud, on aurait dû commencer par là, vraiment au niveau des basiques. Parce que parfois, on a l'impression qu'on maîtrise ces termes, alors que peut-être nous les maîtrisons mal. Pour le Camerounais lambda, vraiment, on va faire simple. Nous ne serons pas à l'amphi, on va définir la légalité en des mots simples et la légitimité également en des mots simples. Je vous passe la parole pour cet exercice. Alors, merci, Parfait. Je vais justement aller dans ce sens-là. La légalité vient de loi. Oui. C'est beaucoup plus pour ceux qui ont fait ce qu'on appelle le droit positif. La légitimité a un rapport avec la justice et la morale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est légal? L'Assemblée nationale, le Parlement, par le truchement de ses élus, s'accorde à adopter une loi qui a été peut-être proposée par le chef de l'État, comme c'est le cas avec le débat sur la vice-présidence. Sur la vice-présidence actuellement. Et on promulgue une loi. On a également on a mis quelques ajouts sur l'article 66. C'est vrai, ça ne fait pas débat aujourd'hui, il y a eu quelques ajouts. Là, maintenant, il va peut-être falloir attendre un décret d'application. Ça, c'est la loi. C'est ce qui a été décidé là-bas. Ça fait que tout ce qu'on dit sur les plateaux de télé, sur Facebook et au bar, n'a pas autant de poids que la loi qui a été votée là-bas. Donc, ce qui est là-bas est légal. Maintenant, la légitimité est dans le sens où est-ce que cette loi arrange tout le monde?
et met tout le monde d'accord. Est-ce que la légitimité fait beaucoup plus appel aux populations, c'est-à-dire aux valeurs, à la cohésion morale et de justice. Je vais prendre un cas qui choque. Il y a certains pays qui ont dépénalisé l'homosexualité. C'est passé au Parlement. C'est légal. C'est légal. Mais est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est parce que c'est passé là-bas que tout le monde accepte? Donc je pense que c'est ce qui fait débat. Vraiment, vous avez bien défini. Hein? Et vous avez pris un bel exemple, même si ça peut être un exemple à polémique. L'homosexualité. Il y a des pays qui ont validé l'homosexualité. C'est passé à l'Assemblée nationale. On dira que c'est légal. C'est légal. Mais maintenant, au niveau du peuple de ce pays-là, est-ce qu'ils adhèrent? Et on pourra peut-être que le peuple n'adhère pas. On dira donc que c'est illégitime. Ah, l'école est bien. Maintenant, et lorsque vous avez défini les deux termes, vous allez donc passer aux commentaires, à votre opinion. Est-ce qu'au Cameroun, de plus en plus, on a un problème de légalité et de légitimité? Alors, je ne parlerai pas forcément du Cameroun, mais je parlerai dans un cadre global. On va difficilement trouver des lois qui arrangent tout le monde, puisque nous sommes en démocratie. C'est la majorité, peut-être absolue, c'est la loi du plus fort, celui qui a plus de suffrages, qui prévaut. Du moment où elle prévaut, elle va arranger impérativement ce qu'il adopte. Encore moins, on a vu par exemple à l'Assemblée nationale récemment, c'est vrai au Parlement, c'est vrai que beaucoup parlent de comédie, un sénateur, René Zengele, s'est insurgé. Ça veut dire que même à l'intérieur, tout le monde n'est pas d'accord. Mais puisque c'est un problème de majorité, ça passe. Et c'est le cas dans presque tous les pays du monde. Moi, je fustige c'est-à-dire je le dis sans état d'âme, je fustige ceux qui banalisent et boycottent les élections locales où on prend des grandes décisions et reste focus sur la présidentielle. Le pouvoir, lorsqu'on l'a pris, je pense que pour un politicien, la première des choses, c'est de faire tout, même parfois ce qui est sale, pour le conserver. Et de l'autre côté, celui qui veut le pouvoir, c'est de faire tout, même parfois ce qui est sale, je parle ici des coups d'État, pour le récupérer. Donc, on n'est pas dans un voir bébé où, lorsque vous avez pris le pouvoir, les gens pleurent, vous dites, bon, je suis fatigué, prenez le pouvoir. Non. Il faut arracher le pouvoir. Mais maintenant, arracher le pouvoir dans la légalité. Tout à fait. Et peut-être même aussi dans la légitimité. Pour que ceux que vous êtes appelés à diriger se sentent concernés par le pouvoir que vous incarnez. Donc, ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Dans presque tous les pays du monde, on va voter des lois qui seront justement légales, mais qui seront illégitimes dans la mesure où ça ne va pas arranger tout un chacun. Donc, tout ce que les gens ont à faire, c'est que lorsqu'ils veulent s'exprimer, qu'ils aillent, selon la légalité, aller discuter ces places. Et j'ai très mal, pourquoi? Parce que ceux qui, au Cameroun, essayent, qui sont des opposants parfois, ils sont taxés de tous les maux. Pourtant, je sais que dans un contexte comme le nôtre, il n'est pas facile de s'opposer. Il n'est pas facile de s'opposer. Donc, il faut donner beaucoup de respect à ceux qui essayent déjà de dire non, telle chose ne nous arrange pas, oui, ça c'est acceptable, mais on peut peut-être modifier de telle autre manière. Donc, je me résume sur ce point en disant, c'est pas l'apanage du Cameroun, c'est comme ça dans presque tous les pays du monde, surtout ceux qui adoptent la démocratie. Merci Arnaud Victor. François Mboké, vous avez parcouru plusieurs pays, hein, que ce soit les pays africains ou alors chez les Blancs. Le Cameroun est-il en crise de légalité et de légitimité? Je vous suggère de vous appesantir sur le cas du 4 avril 2026 au Parlement. Oui, avant, je vais ajouter l'égalité à ce que disait le frère Yada. Oui, oui. L'égalité avec L apostrophe, qui va dire égal. Alors, toutes les lois, que ce soit la légalité, que ce soit la légitimité, devraient partir de l'égalité. L'égalité qui est un principe qui voudrait que tous les hommes soient nés égaux. Ils doivent être traités de la même manière. Devant la loi. Voilà, et cela fait appel aux droits de l'homme et également à la justice sociale. Et donc, si on va de ce principe, toutes les lois seront donc légales, et puis on va donc gérer des choses de manière légitime. Si nous prenons ce qui s'est passé, je pense que vous voyez qu'on n'a pas tenu compte de ce triptyque, et c'est ce qui fait problème aujourd'hui.
le président de la République règne et gère les affaires au nom du peuple camerounais. Tout à fait. On a toujours l'impression de l'oublier. Le président de la République a son temps qui n'est pas celui des Camerounais. Le président de la République peut faire ce qu'il veut, il ne rend pas compte. Mais je pense que ceux qui le disent sont en violation flagrante des lois. Même. Quand on parle de démocratie, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le peuple qui élit ses dirigeants. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez encore en âme et conscience que les dirigeants écoutent le peuple? On a pris les militaires, on a dressé devant les Camerounais, on a pris les magistrats qu'on a dressés devant les Camerounais et on a érigé des prisons pour faire taire tout le monde. Ce qui veut dire aujourd'hui que le peuple ne se reconnaît presque plus en ses dirigeants. Et quand on arrive à ce niveau, la légitimité s'en va. Et lorsque vous n'êtes plus légitime, vous aurez toutes vos lois fortes, vous aurez vos militaires, vous aurez l'argent pour manipuler, et vous aurez la justice avec vous, les prisons pour faire taire, mais il y aura toujours cette crise de légitimité, parce qu'on ne peut pas vous enlever votre ressenti par rapport à une situation qui ne vous accommode pas. Je veux bien comprendre. Parce que quand on dit qu'on a pris les militaires, on a lié contre les Camerounais, oui. J'ai l'impression que c'est un peu fort. Ok, je prends l'exemple que Les vous allez voir. Les militaires sortent, je vais prendre l'exemple que vous et moi et tout le monde ici connaissons. Il y a quelques années, nous allions tous au boulevard du 20 mai. Tout à fait. Pour aller voir pour le défilé. Oui. Vous voyez bien à quel niveau les populations se trouvaient. Vous voyez bien à quelle distance on était avec le président. Oui. Parfois, le président pouvait même se permettre des bains de foule. Tout à fait. Il y a quelques années, quand le président passait, des gens qui étaient volontaires s'amassaient au bord des rues et eux pouvaient s'arrêter et saluer quelques-uns. Oui. Vous savez où ils sont aujourd'hui, ces populations? À au moins 5 km. Vous ne vous approchez pas de la voiture du chef de l'État. Alors, c'est le président du Cameroun peut-être que ce sont des mesures sécuritaires. Je quitte là. Je prends de l'autre côté. Lorsque nous avons parlé ici, on va dire, mais celui-là, c'est un opposant. Mais opposant, est-ce que c'est une injure? Je pense qu'il faut avoir même des couilles pour être opposant. Des gens sont aujourd'hui en prison. On a arrêté, on a dit, ils ont volé, ils ont fait ceci, ok. Mais de plus en plus, on cherche des milliards. Pendant ce temps, on a mis une justice qui engrange des milliards. Mais on ne les voit pas dans les caisses de l'État. Merci. Aujourd'hui, oui, parce que vous avez voulu que j'aille jusqu'au bout. Pour expliquer. J'adore quand on va jusqu'au bout. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il est plus facile, surtout pour nous qui sommes dans les médias, qu'on vous arrête pour un mot que vous avez placé. Alors que vous pouvez avoir une contradiction pour que celui-là comprenne, comme vous venez de le faire là, pour comprendre ce que je voulais dire, en gros, dans ce que j'ai dit bien avant. Mais aujourd'hui, la contradiction n'existe plus. C'est la loi du plus fort. Et cela est donc parti d'un point jusqu'au niveau de toute la population, et ce qui est dangereux. Et ce qui crée donc une crise de légitimité aujourd'hui entre les dirigeants et le peuple. Je pense que j'ai été clair. Oui, vous avez suffisamment été clair, François Mboké. Je ne sais pas si Jacques Bagnolo partagera ce regard. Jacques, est-il vrai que le vice-président qui va voir le jour au Cameroun sera légal, mais illégitime? C'est une colle, hein. C'est une colle parfaite ici. Mais comme je suis journaliste politique, je vais m'y essayer. Je reviens déjà par rapport à ce que Arnaud Victor a dit, par rapport à la légalité. Vous savez que la légalité est ce qui est conforme à la loi, et la légitimité, c'est l'acceptation. Quand vous avez reçu l'assentiment, la validation, l'adhésion, on peut dire de vous que vous êtes légitime. Maintenant, à la question de savoir si le vice-président sera légal mais illégitime, on est déjà d'accord que sa légalité ne pose aucun problème. Oui. Parce que le Parlement, qui représente le peuple, a choisi justement de valider ce projet qui mettra sur pied pour une seconde fois la vice-présidence. Parce que pour la gouverne de ceux qui nous regardent, les gens ont l'impression que c'est la première fois qu'on parle de vice-présidence. En 62, nous en avions déjà. Voilà, nous en avions déjà jusqu'en 72 avant l'avènement de l'État unitaire. Moi, je pense que, parfait, le vice-président que Paul Biya va nommer
sera légal et légitime. Vous savez pourquoi? Non. Très bien. Je vous fais un développement politologique. Paul Biya vient d'être réélu par la majorité des Camerounais. Il est donc légal parce qu'il c'est conforme à la loi et il est légitime parce que l'ensemble, la majorité des Camerounais lui ont donné ces suffrages-là. C'est vrai quand même que 53,66%, ça peut créer un débat. Mais évoluons. Voilà, ça peut créer un débat, mais évoluons. Ce qui reste, c'est que c'est la majorité de toutes les façons. Parfait. Quand vous êtes donc dépositaire de la légitimité, comme celle-là, et de la légalité républicaine, quand vous portez un choix sur un Camerounais, il y a une sorte de transfert de légitimité. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais corriger quelque chose. S'il Grand frère, j'avais même pas s'il vous plaît. 53, vous avez dit quelque chose qui risque d'être compris comme c'était 53% des Camerounais. 53% de 8 millions de Camerounais qui ont voté. Non, et là, il y a eu beaucoup de gens qui ne sont pas là. Presque la moitié n'est pas allé voter. Voilà. Il faut corriger ça. C'est pas... Ok, vous pouvez continuer. Je voulais juste me... Voilà, donc... où est la légitimité? de toutes les façons, Paul Biya a eu 53%. Et je note donc qu'il a eu la majorité des suffrages valablement exprimés. Oui. Très bien. Donc je disais donc parfois ici que lorsque vous êtes dépositaire de la légitimité et de la légalité républicaine, quand vous êtes chef d'État, quand vous nommez un Camerounais, il y a une sorte de transfert également de légitimité. C'est-à-dire quoi? Le peuple vous a fait confiance. Quand le peuple fait confiance à Paul Biya, le peuple donne les facultés, la capacité et la force à Paul Biya de procéder à des nominations. En ce moment, les nominations que Paul Biya fait ont également de la légitimité. Parce que vous ne donnez pas seulement la force à Paul Biya de faire ce que vous voulez comme vous l'entendez. C'est pour ça que je parle de transfert de légitimité. Donc je pense pour ma part que le vice-président qui est là a la légalité avec lui, a également la légitimité sur le fait qu'il sera le vice-président de tous les Camerounais. Parce que celui qui l'a mis à cette fonction-là est celui qui a reçu l'onction des Camerounais. Et Paul Biya lui transmet donc cette onction en lui disant, comme j'ai reçu, je te la transmets également. Non, on a compris. Oui. Gardez nos microphones. Hein. Vous savez que de temps en temps, moi j'aime être terre à terre. Hein. Oui. Alors nous prenons donc un cas de figure où le président va nommer un vice-président qui va commencer par exercer. Et comme le texte le dit, si maintenant par une raison quelconque, le président Paul Biya, lui, il n'est plus là, le texte prévoit que le vice-président devient le président de la République et il prête d'ailleurs serment. Et le même vice-président qui est devenu président de la République peut nommer aussi un vice-président. D'accord? Nous avons donc deux bonhommes. L'autre est président de la République, l'autre est vice-président, qui n'ont jamais été élus. Je voulais que vous finissiez élus. D'accord. Alors, est-ce que c'est... Si était au village, j'allais dire, ces mecs, est-ce que ces personnalités sont vraiment légitimes, au-delà de toutes les acrobaties que vous faites pour nous parler de transfert de légitimité et tout ça. On a donc deux personnes à la tête de l'État du Cameroun qui n'ont jamais été nommées par qui que ce soit. Est-ce que ça ne fait même pas peur? D'accord. C'est la question là au-dessus de toi, on passe. Hein? Non, je vais aller. D'accord. Je n'ai pas peur. Voilà. Comme tout bon bassa. Donc, non, c'est pas un problème de force. Hein? Voilà. Bon, moi, pour que je me retrouve facilement dans mon argumentaire, je vais prendre des cas. Bon, j'imagine que je prends le cas où le président Paul Biya nomme comme vice-président Franck Biya. C'est un exemple. Il nomme donc Franck Biya. Des exemples. Pourquoi tu ne me Non, c'est un exemple. Pour que je me retrouve dans mon développement. Tu prends des exemples à polémique. Bon, c'est mon exemple à moi. Allons-y. Voilà. Donc, le président Paul Biya nomme donc Franck Biya vice-président. Et si le président Paul Biya démissionne, Franck Biya devient donc le président. C'est clair. Dès que Franck Biya devient président de la République, parce que Paul Biya, qui l'a nommé vice-président, lui a transmis sa légitimité. Et cette légitimité est davantage renforcée par le fait qu'il préside aux destinées d'une nation qui a élu majoritairement celui qui lui a transféré cette légitimité-là. Maintenant, Franck Biya monte président, il décide de nommer
Parfait, ici. Oswald Baboke, vice-président. Tu as des exemples bizarres. Hein? Non, je suis très sérieux. Franck Biamonte, donc président, et il décide de nommer Oswald Baboke vice-président. En ce moment-là, Oswald Baboke, lui également, est légal et est légitime. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a reçu l'onction. Celui qui a reçu la légitimité, c'est lui qui la lui transfère. Donc à chaque fois qu'il y aura Le Cameroun sera dans un pays géré par des personnes qui ont bénéficié des transferts. Un royaume. Non, rien à voir avec le royaume. On parle là de la légitimité. Oui. Je dis donc que lorsque vous arrivez à une fonction hautement importante comme celle de président de la République, lorsque vous faites confiance à une personne pour travailler avec vous, vous lui conférez également cette légitimité-là de vous accompagner et de poser des actions qui vont être des actions d'éclat et pour lesquelles les Camerounais peuvent s'y retrouver. Alain Douk, au moment où nous parlons de la légalité et de la légitimité au Cameroun, en s'appuyant sur le cas du 4 avril 2026, est-ce qu'il ne faudrait pas dire que c'est un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup de profondeur? Ben, je suis totalement bouche bée, bâillonné par le raisonnement de Jacques. Je sais pas. Un raisonnement tiré par des cheveux. Un sophisme incroyable. Incroyable, parfait. La légitimité peut simplement, la légalité peut simplement reposer sur le contrat social. Au Cameroun, lorsqu'il y a une élection, la légalité veut qu'il n'y ait qu'une seule instance qui proclame les résultats en question. Ça, c'est la légalité. Le Conseil Elle constitutionnel peut proclamer de faux résultats. Ce serait légal. Vous n'avez pas le choix. C'est légal. Oui. La loi l'autorise. C'est vrai. Est-ce légitime? Non. Non. Est-ce que les résultats forcément ont toujours quelque chose à voir avec la réalité? Non, non du tout. Non. Mais c'est légal et vous y êtes soumis. C'est comme ça. On a eu l'esclavage, une activité totalement déshumanisante, immorale, mais c'était légal. On a eu l'apartheid, c'est-à-dire des Noirs sur leur propre terre, en Afrique du Sud, viennent se faire brimer, esclavagiser, humilier. Ah ben, ce n'était pas légitime, mais c'était légal. Et des lois encadraient cette façon de faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont libres de prendre en épousaille même le chien. Sous d'autres cieux, on dit que c'est légal. C'est légal. Mais est-ce que vraiment, vu sur le plan éthique, ça c'est quelque chose de potable, de légitime? Il ne faut pas confondre la légalité avec la légitimité. On peut rendre légal même la pire des abominations. C'est ce que Yadala a illustré avec les lois sur l'homosexualité. Donc, maintenant, sous le prisme du contrat social, ben écoutez, vous êtes certes élu. Hein? On vous dit, bon, monsieur, c'est pour 5 ans. Je vous ai transféré tant sur le plan de la légitimité que sur le plan de la légalité, une mandature de 5 ans. Disons 7 ans dans notre contexte. Non, toi tu vois seulement, vous aimez trop la présidence. Il y a la mairie aussi. Vous aimez trop la présidence. Il faut pas fuir le côté là. On arrive au thème de votre mandature. Ça veut dire que le contrat est bon. 5 ans. C'est dans ce cadre, c'est sur cette échéance que vous êtes tout autant légal que légitime. Passez ça, il y a expiration. Donc du coup, vous devez revenir à moi et me tester et voir si je veux toujours vous conférer ma confiance. Si vous passez par une ingénierie, des transferts politico-administratifs, on sait comment la politique, le politique est ce qu'il est. Si vous attendez toujours que le politique défende ce qui est objectif, ce qui est légitime, lui, il a un seul enjeu. Et même quand nous, on était en faculté, moi, quand je faisais l'économie, c'est Véran Fouda, il a été un de mes anciens. Je disais non, hein, écoutez les amis, je tiens à vous dire que le politique, lui, il a plus d'autres visées. Il ne faut pas toujours croire que c'est l'objectivité. Il poursuit le plus clair du temps des fins politiciennes. Donc, n'attendez pas forcément de lui l'objectivité. Dès qu'il s'agit du pouvoir, la légitimité, lui veut conserver le pouvoir. Et on ne va pas non plus, parce qu'il veut conserver le pouvoir, dire que ce qu'il fait est blanc, alors que ce qu'il est en train de faire est noir. Si
tant il est vrai que nous voulons être dans une démocratie, c'est le peuple qui doit vous conférer cette légitimité. L'échéancier étant expiré, vous revenez le solliciter. Vous faites autre chose, vous n'êtes pas dans la légitimité. C'est la question que j'ai failli poser. Malheureusement, c'est pas moi qui pose les questions. Parce que moi, je pensais, parce que je suis pas constitutionnaliste, je n'ai pas la prétention de l'être. Moi, je pensais, je n'ai pas encore véritablement épuré cette loi et pour mieux la comprendre. Moi, je me disais que bon, puisque le président Paul Biya a eu un mandat de 7 ans, 53,66% de Camerounais lui ont dit voilà. Au cours de ces 7 ans, il décide de nommer Landa, vice-président. Moi, je pensais que il est vice-président. Si le président se retire, il achève le mandat du président. Dès que les 7 ans là sont arrivés, nous serons en 2032, on remet les cartes à zéro. Je me disais peut-être que si ce vice-président veut être candidat. Non, il ne peut pas être candidat. Je me disais que si ce vice-président peut être candidat, il démissionne. Il démissionne. Et là, maintenant, il se présente comme... Je me disais, ça c'était dans mon esprit, du quartier. Quand si on vote il est à l'Assemblée, non, il est vice-président de la République. Avant l'expiration du mandat. Avant l'expiration du mandat, il a la prétention de se présenter. Il démissionne, il laisse maintenant la possibilité au président du Sénat de préparer et d'organiser les élections, qui lui ne peut pas être candidat. Ça fait qu'étant vice-président, s'il veut être président et qu'il a pris goût, c'est-à-dire en finissant le mandat, il a pris goût, il veut continuer l'affaire, il démissionne d'abord, puis maintenant il est candidat au même titre que les autres candidats qui viendront déposer leur candidature. Moi je me suis dit que c'est comme ça que dans mon imaginaire, moi mon enjeu ce n'est pas là-bas, hein. C'est pas là-bas. Parce que toi, tu nous amènes ailleurs, là. Moi, mon enjeu, c'est, est-ce qu'on doit arriver même à discuter en profondeur sur cette histoire quand il y a un changement aussi important dans l'organigramme du pouvoir, dans un système supposé être démocratique, sans qu'on avalise par une espèce de consensus. Parce que là, on est dans une affaire RDPC. Nous allons lire les messages. Avec sa majorité obèse. Lisons rapidement ces autres messages ce matin. Bonjour à vous, parfait, et à votre plateau. En des mots simples, la légalité tire sa source dans la loi, tandis que la légitimité tire sa source de l'adhésion ou de l'acceptation populaire. Voilà. C'est la légitimité qui confère la légalité, pas l'inverse. Lui, il est dans les cas, il veut faire cas d'école. Tout le monde fonctionne selon les cas d'école. Les juristes le disent clairement, c'est la légalité qui fonde la légitimité, c'est pas le contraire. Précisez également à votre invité que l'élection au poste de vice-président se faisait par élection et la légitimité du chef de l'État ne se transmet pas. C'est Raoul depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Bonjour, parfait Haïti. Le problème des politiciens dit de l'opposition au Cameroun ne voit pas l'intérêt d'avoir plus de représentation à l'Assemblée nationale pour contrer le pouvoir en place. Donc, ils font seulement subir la représentation du RDPC au niveau de l'Assemblée nationale. Ces gens depuis Mintom. Je pense que de plus en plus, avec ce qui se passe au Cameroun, nos politiciens de l'opposition comprendront que l'Assemblée nationale est déterminante si vous voulez accéder au pouvoir. Un autre message ce matin. Bonjour l'Agora. Comment être dans les ordures avec des têtes bien faites et pleines comme vos invités? C'est le grand paradoxe camerounais. Ailleurs, l'égalité et légitimité font bon ménage, mais déjà le fait d'en débattre sur votre plateau est la preuve que chez nous, c'est un imbroglio. Voilà. Quel est l'organe chargé de contrôler l'application institutionnelle des deux principes? En tout cas, ce qui n'est pas interdit est permis. Bonne journée. L'organe, c'est le Conseil constitutionnel. C'est lui qui statue sur la constitutionnalité des lois. Un autre message ce jour, que dit le téléspectateur? Trop de personnes qui me dérangent. Ils ne savent pas qu'ils vont appeler jusqu'à en 2032 à la prochaine élection et personne ne prendra. Un autre message. Bonjour, parfait. Ici, très belle émission.
avec une problématique intéressante. Je vous rejoins malheureusement à l'instant et je tombe malheureusement sur la prise de parole de monsieur à ta droite et il est tellement concentré à crier et à nous pomper un énorme gros mensonge pour expliquer et justifier l'injustifiable. Je crois qu'il est bassa. Heureusement que le monsieur à ta gauche Alain Dou est là pour remettre de l'ordre sur ce plateau. Merci. C'est Wilfried Lelouch depuis Douala. C'est la boxe, hein? Lelouch. Bien le bonjour, monsieur Aïssi, s'il vous plaît. Je veux le message du monsieur qui envoie les abeilles. Merci d'avance et bonne journée. Vous voulez aller tuer quelqu'un? Il va passer par toi. Bonjour le plateau, bonjour le vice-président de la modération. Concernant la dénonciation, le maire d'Ongoumou, sur l'une de vos émissions, faisait une remarque que sortant d'un voyage au Maroc, partant d'un Simalène en van, il avait observé 5 Camerounais se soulager en bordure de route. Je lui pose cette question. Partant de l'aéroport jusqu'en van, il avait aperçu combien de toilettes publiques? C'est un maire. Je ne sais pas s'il va répondre. Hein. Mais tu connais Ngoumou, non? Oui, alors, bien sûr. Tu peux, c'est notre ami et on peut lui poser la question. Bon. Si, quand vous allez le voir, vous allez lui poser la question. Alors, ayez à Amot, pour l'instant, que faut-il faire pour que nous, les Camerounais, nous puissions nous entendre sur ce qui est en train de se passer du côté de l'Assemblée nationale et même maintenant globalement au niveau du Parlement? Je dirais que pour l'instant, ce qu'on appelle, en fait, le message qu'on passe aux Camerounais, c'est de s'inscrire massivement sur le fichier électoral. Parce que ces lois ont été votées par une Assemblée nationale et peuvent être modifiées, complétées ou alors tout simplement annulées par l'Assemblée nationale. Et ça passe justement par l'adhésion massive des Camerounais sur le fichier électoral et de voter. Et on appelle à tous les Camerounais de s'engager davantage en politique. Non seulement pour faire simple, hein, prenons le cas. On a failli avoir cela en 92, François Mboké. Lorsque le président a failli perdre la majorité, il était obligé de faire des alliances. Et là, c'est là que j'ai compris quand même que le président Paul Biya, soyez son ami, ne soyez pas son ami, mais ce monsieur est futé. Et c'est comme ça, vous de l'opposition, vous avez accepté d'aller rallier le RDPC et le président a connu la majorité en 92. Beaucoup d'argent circulaire. Si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale, le même jour, on abolit cette loi. C'est vrai, non? Je pense que l'une des raisons, je ne lis pas dans la boule de cristal, je n'ai pas la prétention d'être dans le cerveau de ceux qui ont pensé, mais je pense que l'une des raisons pour laquelle on tarde à avoir les élections municipales et législatives au Cameroun, c'est justement cette peur-là que les Camerounais puissent vraiment, que l'opposition puisse vraiment prendre le contrôle du Parlement. Et ça va se passer, que ça soit en 2027, ou alors, disons que si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Et puis justement, on appelle justement quand tous les Camerounais de s'intéresser davantage à l'avenir de leur pays. On appelle à l'adhésion massive sur les listes électorales et de voter le moment venu pour ces personnes-là qui représentent l'avenir de notre pays. Et au MP3, nous restons ouverts, hein, à ceux-là qui ont les femmes et les jeunes et tous les Camerounais qui veulent vraiment impacter la vie politique de notre pays, d'adhérer à notre parti, d'adhérer à n'importe quel parti, de l'opposition surtout, et le moment venu de voter sur tout le changement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et on pense que le Parlement offre une tribune qui peut vraiment nous aider à changer les choses. François Mboké, qu'on le veuille ou pas, est-ce qu'on ne devrait pas simplement encore rappeler à ceux qui nous regardent ce matin que lorsqu'on a accédé au pouvoir, on fait tout pour s'y maintenir, et lorsqu'on est hors du pouvoir, on fait également tout pour y accéder. Vous pensez que le président Paul Biya viendra vous donner du jambon, un peu de miel, et vous demanderez, vous avez besoin du sucre ou encore un peu de beurre? Oui, et effectivement, c'est là où la légitimité joue dans son rôle. Le premier mandat a souvent ce qu'on demande de légitimité,
Parce qu'à un moment, ceux qui ont connu un peu les deux, on disait Ahidjo était ceci, d'autres arrivaient. Vous avez eu ce transfert de légitimité vers le pouvoir qui était arrivé. Mais en cours de route, à force de vouloir se maintenir, parfois, donc, on oublie ce pour qui on est là. Et on commence à penser à soi. J'ai interviewé Gokuni Ouédé récemment à N'Djamena. Oui, il est toujours vivant. Le grand opposant oui. à Hissène Habré. Et tenez-vous tranquille, il jouit du statut d'ancien président. Il a tout un cabinet, il a l'armée il a tout son quartier général. Pour vous dire qu'il y a des pays qui ont compris quand même la démocratie, et là-bas il y a aussi un leader d'opposition. Donc, c'est parce qu'il y a un leader d'opposition au Cameroun. Bon, ancien chef d'État, on n'en a pas, peut-être en attendant. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Vous avez d'abord posé une question. Est-ce qu'il y a un leader de l'opposition? Alors, qu'est-ce que... Mais répondez à votre question. Est-ce qu'il y a un leader de l'opposition au Cameroun? Pour vous, c'est qui? Ah ben, le leader n'est pas autoproclamé. Il doit passer par l'Assemblée. On doit voter. Est-ce que le leader n'est pas celui qui est sorti deuxième à l'élection présidentielle? Oui, mais il doit avoir ce statut-là de manière formelle comme le chef de l'État. Donc, à l'heure actuelle, le leader, c'est Issa Chiroma. Absolument. Il est où? Il devait être là et protégé même par l'armée camerounaise. Parce que être opposant ne veut pas dire qu'on a changé nos nationalités. Ou alors qu'on voudrait aller gérer des Ghanéens ou d'autres personnes. Très bien. On voudrait rester dans son pays et continuer de faire l'opposition. Nous qui sommes des médias, nous sommes de l'opposition. Hein. Par exemple, beaucoup ne le savent pas. Monsieur, écoutez, c'est pas vrai. Écoutez. Qu'est-ce que le journaliste? Le journaliste, c'est un contre-pouvoir. Ou alors, écoutez, nous sommes... Les journalistes, ce sont les faits. Nous sommes peut-être 4 ou 5 forces dans la société. Nous avons des syndicats qui sont des pouvoirs, qui sont là pour regarder. Les ONG, qui sont là pour faire la diplomatie extra-gouvernementale. On regarde ce que le cahier de charge qui lie le peuple à ses dirigeants. Quand ça ne va pas, on décrit. Il y a des médias. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on parle des journalistes, des gens qui viennent peindre des gens ici et qui ne disent pas ce que les gens n'ont pas fait. Le journaliste regarde le cahier de charge qui lit celui qui l'a élu et celui qui gouverne. Qu'est-ce qu'il a promis de faire et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Quand on nous dit, vous savez qu'on parle de train en retard, pas de train qui arrive à l'heure, ce n'est pas une information. Donc, quand vous avez rempli votre cahier de charge, vous continuez de gagner en légitimité. Donc, c'est dans ce sens que le journaliste est perçu comme de gauche, donc opposant. Ce n'est pas dire que vous êtes libre d'adhérer à votre parti, mais dans l'action du journaliste, vous êtes considéré comme opposant. Alors, lorsque vous avez donc au Cameroun notre microcosme qui est formé comme tel, est-ce que vous-même vous pensez que aujourd'hui, il y a encore une légitimité qui lie les dirigeants et le peuple? Vous n'avez qu'à voir, même au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas été d'accord que ce texte soit arrivé en l'état et que ça se passe. Et on a évité seulement que ça coince avec le 6 avril parce que d'aucuns y voyaient un deuxième coup d'État. C'est compris. Arnaud Victor, M. Mboké pose une préoccupation, il pose une question. En l'état actuel des choses, est-ce que nous pouvons encore avoir des arguments convaincants pour démontrer qu'il y a encore une légitimité entre l'ordre gouvernant et son peuple au Cameroun? Oui, on peut démontrer parce que nous avons tous fustigé à un certain moment ce qu'on a appelé les hautes instructions qui ont également fait des débats. Est-ce que ça existe depuis que l'actuel SJP est là ou alors ça existait depuis? On a interrogé cela. Ça existait depuis? Ça existait depuis. Moi, j'ai lu les attitudes, j'ai vu que ça existait depuis. Le président a fait un teasing lors des dernières élections. Je ne pense pas pour lui, je ne suis pas son porte-parole, pour voir si les Camerounais, les mains encore, ils lui faisaient confiance. Ils l'ont exprimé de manière légale à 53,66%. Il s'est certainement rendu compte que physiquement, il n'a plus cette force-là de toucher du doigt certaines choses. Et surtout qu'à un certain moment, les 7 ans qui sont passés, pour moi, il n'y a pas eu vraiment, il n'a pas répondu aux attentes des Camerounais au regard des promesses que lui-même il a faites. Il s'est donc dit, en mettant un autre, outre que lui, qui sera certainement plus jeune que lui, il peut l'aider à achever ce mandat. Et celui qui sera nommé pour faire donc justement l'unanimité avec les Camerounais, pour rétablir le contrat social, devra faire tout ce qui est à son pouvoir pour redonner cette confiance que le peuple a totalement perdue. Et si cette confiance, dès les premiers mois, dès les premiers jours, est constatée par les Camerounais, par cette envie d'impulser un changement et de remettre l'homme au cœur de toutes les attentions, de toutes les préoccupations, je puis vous dire que ce débat sera caduc.
Mais si c'est une continuité peut-être de l'indolence et de la léthargie administrative, je puis vous dire que le débat va refaire surface et ça ne sera pas bien pour nous tous. Donc, si celui qui vient justement avec cette dynamique et réaliser, comme le président l'a peut-être promis et l'a voulu, je puis vous dire, moi c'est ce que je pense, que ce changement sera vraiment un changement qui sera apprécié par tous les Camerounais. Donne-moi une seconde. C'est terminé, Pour dire à Normand, je ne ferai que la légitimité va dans le respect de ce qu'on promet. Le chef de l'État a dit il y a 4 mois qu'il y aura un prochain gouvernement dans les prochains jours. Mais nous sommes 4 mois. C'est prochain. Ça veut dire qu'il y a une crise, il n'y a pas de confiance. Vous ne pouvez pas venir Est-ce qu'il a dit voilà. Non, déjà, prochain jour n'a pas une date d'expiration. Voilà. Encore une date de péremption. Voilà, donc voilà. C'est un contenant. À linguistique, on parle d'un contenant. Chacun peut y mettre son contenu. Okay. Le jour où on va vous condamner, vous saurez la différence entre jour, mois et année. Le jour où vous serez en prison, vous le saurez. Merci. Autre chose, parfait. Moi, je suis journaliste, mais je ne me considère pas comme un opposant. Et je fustige d'ailleurs cette caduque définition du journalisme selon laquelle le journaliste est celui qui s'intéresse uniquement au train qui arrive à retard. Parce que c'est ça le problème parfait. Sinon, on va apprendre à nos jeunes confrères que même si parfois Haïti a fait bien, ne dis jamais que Haïti a fait bien. Dis seulement, attends le jour où il déraille, tu frappes sur lui. Non, je pense qu'il faut même repenser cette définition. Moi, je crois que dans une société... La différence entre un compte rendu et un... Oui, il faut faire le distinguo. Parce que quand vous prenez là, vous êtes en train de vouloir dire que ceux qui le disent sont en train d'orienter les jeunes dans le mauvais... Non, c'est un principe. Vous faites le journalisme, vous l'adoptez. Vous ne voulez pas faire du journalisme, il y a la communication. Vous prenez à l'Indouk, vous dites que c'est le plus beau du studio, vous en dites ce que vous voulez. Mais si vous voulez rendre compte de ce qui s'est passé ici, vous êtes obligé de garder en tête les canons du métier. Oui, mais on peut également dire que quelque chose est bien fait, que ce sont les faits, non? Le journalisme, personne ne l'interdit. Voilà, ce sont les faits. Mais les commentaires sont libres. Non, je n'ai même pas terminé. Non, non, le temps. Non, je pense que c'est une bonne chose que le président de la République ait décidé de penser à la vice-présidence. Ça va davantage permettre au chef de l'État d'avoir une personnalité à ses côtés qui l'assiste dans les missions régaliennes qui sont les siennes. Le Premier ministre ne l'assistait pas. Qui l'assiste davantage dans les missions régaliennes qui sont les siennes. Maintenant, moi, je crois que... Non, je vais la faire pause, parce que tu m'as donné une bonne pique à Jacques de l'autre côté. Ce que je vais dire, la plupart du temps, il y a cet adage qui dit tout ce que la plupart du temps, on veut décider à votre sujet sans vous. Voilà. Et contre vous. Voilà. Voilà. Et toutes les contorsions, cette ingénierie politique à chaque fois pour contourner le peuple, au moment où on doit le sacraliser, lui restituer sa souveraineté, quand vous faites ça, ça s'appelle la tyrannie, monsieur, la tyrannie. Alain, tu veux gouverner le peuple sans le peuple. J'en ai terminé. Je n'ai pas besoin d'être long comme moi, j'en ai terminé. Merci, c'est bon. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. De toutes les façons, l'égalité et légitimité, c'est un très grand sujet au niveau des amphis, des écoles de sciences juridiques et politiques. Nous l'avons fait en 45 minutes chrono. Félicitez-nous. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?